Retour donc sur le plateau du Grand Direct et dans le débat ce soir, on va s'intéresser aux négociations qui sont censées démarrer demain pour régler de manière définitive la question du nucléaire iranien. Cela se passera à Vienne avec toujours les mêmes interlocuteurs, le groupe des 5+1 et l'Iran bien sûr de l'autre côté. Alors on va en parler avec Alex Greenberg qui est chercheur au centre interdisciplinaire d'Herzliya et spécialiste de l'Iran. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Emmanuel Navon qui est professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel. Alors un mot d'abord sur ces négociations demain qui vont démarrer. Est-ce que là on entre vraiment maintenant dans ce qu'on appelle le moment crucial de ce dossier qui dure quand même depuis des mois, Alex Greenberg? Et ce n'est pas le moment crucial parce que le moment crucial adviendra dans quelques mois quand on va discuter l'accord final. C'est une autre question s'il sera final ou non, mais pour le moment, ce n'est pas l'étape cruciale. Ça peut le devenir dans le cas où un des côtés va s'obstiner. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va discuter demain? Alors on va commencer par quoi? Quel va être à votre avis le premier? D'abord, tous les détails, les détails précis ne sont jamais rendus publics. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va discuter, mais surtout les pas de chacun de deux côtés, pas belligérants, les Occidentaux et les Iraniens. Qu'est-ce que chaque côté est obligé de faire pour élever les sanctions, pour limiter la production et l'enrichissement de l'uranium, tant qu'on sait que les Iraniens s'obstinent à ne pas révéler les détails sur l'installation nucléaire à Parchin et à Arak. Ouais. Alors, Emmanuel Navon, il faut quand même regarder ce qui s'est passé ces derniers temps, et on voit bien que là, il y a un pessimisme qui est revenu, qui contraste un petit peu avec l'enthousiasme de novembre dernier à Genève, où tout le monde se serrait la main et se faisait des sourires. L'enthousiasme, en tout cas, n'était pas partagé par tout le monde. Pas par tout le monde, sûr, mais ceux qui étaient là-bas. Oui, en tout cas, à l'époque, déjà, le fait même qu'il y avait des négociations à l'époque et un contact finalement direct entre les États-Unis et l'Iran constituait en soi un changement. C'est déjà derrière nous. Nous avons maintenant un accord intérimaire. Il y a une levée partielle des sanctions, une réduction de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran à 20%. Mais maintenant, c'est la phase la plus sérieuse, la phase importante. Maintenant, on sait qu'on rentre dans le vif du sujet. Les parties se sont données entre 6 mois et 1 an pour arriver à un accord final. Et contrairement à un accord intérimaire, là, il va falloir discuter des sujets de fond. On sait quels sont les points de discordance entre les deux parties et le fait même que les dirigeants aussi bien des États-Unis que de l'Iran, vous l'avez rappelé, ont exprimé eux-mêmes leur scepticisme sur l'issue de ces négociations. Ouais, on a vu Khamenei aujourd'hui, qui est le guide spirituel, c'est ça, de l'Iran, qui a dit pour lui ça mènera nulle part. C'est-à-dire que on peut dire que c'est la ligne directrice de l'Iran, ce que dit Khamenei aujourd'hui? Non, il s'agit surtout sur les intérêts personnels du guide suprême Khamenei. Pourquoi? Parce que d'un côté, il continue à donner la carte blanche à Rouhani pour poursuivre le pourparler. Mais de l'autre côté, il dit oui, les pourparlers ne mèneront nulle part. Pourquoi? Parce afin de ne pas être responsable. Parce que quand il est au-delà de la mêlée, quand le guide suprême se tient au-delà de la mêlée, si l'on peut dire, si si ça aboutit en échec, alors il n'est pas responsable. Il l'avait déjà dit. Et si c'est bien, alors en tout cas, il va prendre tous les crédits. Et il y a toujours les tenants de la ligne dure qu'il faut les apaiser, il faut jouer pour deux côtés, bien que quand même c'est le leader, que le guide suprême, c'est lui qui prend la décision finale. Il y a les tenants de la ligne dure et les modérés, les centristes, mais quand même c'est lui qui est le guide suprême. Ouais. Alors on a vu quand même, et ça peut quand même être étonnant aussi, Emmanuel Navon, que le FMI il y a quelques jours a publié un rapport sur la situation économique de l'Iran, montrant bien que le pays avait été complètement étranglé par les sanctions. On se dit, alors aujourd'hui, ils sont quand même obligés là, de négocier, et pourtant, personne n'a l'air de vraiment croire que l'Iran va jouer, on va dire, franc jeu. C'était d'ailleurs la critique de ceux qui s'opposaient à la levée même partielle des sanctions et à la prise de négociation avec l'Iran, puisque leur argument était de dire justement, nous avons atteint le point où l'Iran est à genoux économiquement, ce n'est pas le moment de lever les sanctions. Il faut vraiment les pousser jusqu'au bout du mur pour être en position de force dans ces négociations. Or, on voit qu'en dépit du rapport du FMI que vous avez rappelé,
effectivement, l'Iran a beaucoup souffert et continue de beaucoup souffrir de ces sanctions qui ont été imposées ces dernières années grâce au leadership des États-Unis, mais également grâce à l'action diplomatique très active d'Israël. Mais on voit aujourd'hui que la levée partielle de ces sanctions ont permis à l'Iran d'avoir un certain cash flow dans son économie qui permet un peu au moins de payer les salaires et d'importer les matières de base. Et là, effectivement, du point de vue de la négociation, il y a là un effet problématique. Alors, d'un côté, il fallait bien donner quelque chose pour pouvoir avoir des concessions de la part de l'Iran, mais d'un autre côté, on voit bien que la levée partielle des sanctions n'a véritablement pas un effet positif sur l'attitude de l'Iran dans ces négociations. Vous êtes d'accord, Alex Grimberg? Vous pensez que les Iraniens aujourd'hui vraiment n'ont aucune envie finalement de négocier vraiment un accord final sur ce nucléaire? Je suis d'accord, mais partiellement, parce qu'il y a beaucoup de nuances. Oui, l'Iran est étranglé, et en effet, c'est le but de pourparlers de la part de Khamenei, c'était en effet enlever les sanctions. Mais pour le moment, l'Iran a assez de matériel enrichi pour, dans les cas où l'Iran décide de produire une bombe, il peut le faire. Donc, c'est ça la problématique de l'accord de Genève, parce que l'Iran n'est pas, on ne demande pas à l'Iran de démanteler ses capacités militaires. Pour le moment, ils n'ont pas besoin. Peut-être ils vont tricher, mais ils n'en ont pas besoin parce que l'Iran dispose déjà dans tous les matériels suffisants pour faire la bombe. Donc, ils n'ont pas d'intérêt de tricher dans les aspects stratégiques. Évidemment, on va voir le pourparler, chacun va essayer de tricher, mais pas dans l'Iran. Pour le moment, l'Iran, d'après ce que Ashton dit, l'Iran plus ou moins fait ce qu'on exige qu'il fasse. Vous avez l'impression que les Iraniens, pour l'instant, ont respecté un petit peu les recommandations, en tout cas de Genève, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert leur programme aux grands yeux des experts. Pour vous, c'est suffisant ce qui se passe là? Les Iraniens ont prouvé leur expertise dans cette capacité à jouer au chat et à la souris avec l'Occident, à cacher leur capacité nucléaire, militaire. Mais il est clair que dans le cadre de l'accord intérimaire, ils n'ont aucun intérêt de violer ouvertement l'accord. Bien entendu, ils essaient autant que possible de le contourner, de ne pas l'honorer à 100%, mais ce serait une erreur tactique de leur part de violer de façon flagrante l'accord intérimaire, puisque bien entendu cela permettrait à l'Occident et même à Catherine Ashton, qui semble pardonner tout à l'Iran, de dire écoutez, on ne peut pas continuer à négocier si vous n'êtes même pas capable d'honorer l'accord intérimaire. Donc, comme je le dis, ils sont suffisamment intelligents pour ne pas se positionner eux-mêmes dans un tel piège stratégique. Et oui, il y a encore en détail, Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, a déclaré que l'Iran ne sera jamais prêt à discuter les sujets qui ne sont pas liés au sujet nucléaire stricto sensu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire dans les cas où l'Occident évoque la question des missiles iraniens, alors ils vont saboter les pourparlers dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'en effet, tous les autres aspects, ils ne sont pas, on ne peut pas prouver qu'ils sont militaires. C'est militaire, mais on ne peut pas les prouver. Dans les cas où il y a le programme de missiles balistiques, il n'existe pas un pays dans le monde qui a des missiles balistiques pas nucléaires, qui ne sont pas munis de nucléaire. Ça n'existait pas. Donc là, si dans les cas ils se refusent, donc ce sera encore une indication que le programme nucléaire a des volets militaires. Est-ce que vous avez l'impression que les Occidentaux, qui ont peut-être été un peu trop confiants vis-à-vis de l'Iran à Genève, se sont un peu ravisés depuis? On a vu que la tonalité Barack Obama la semaine dernière, c'était déjà un peu plus, on va dire, réservé vis-à-vis de cet accord avec l'Iran. Je pense que les Occidentaux en général, et Barack Obama en particulier, sont tout simplement conscients du fait que sur la centrale de Fordo et de Arak, il y a un désaccord très profond entre les parties. Il s'agit là de centrales nucléaires dont tout le monde sait qu'elles ont un objet militaire. Celle de Fordo est souterraine, et profondément sous terre. Elle n'est pas attaquable, ou en tout cas par des attaques conventionnelles. Et là-dessus, on sait très bien que les Iraniens aujourd'hui ne montrent aucune flexibilité, quasiment aussi bien sur Fordo
que sur Arak. Et donc il est difficile d'être optimiste. Il est possible également qu'il s'agisse d'une technique de négociation. Autrement dit, je pense que ce serait une erreur effectivement pour l'Occident de montrer trop d'enthousiasme et de bien montrer que l'Occident ne se sent pas obligé de signer un contrat, de signer un accord à tout prix, et que lorsque Obama dit que toutes les options sont sur la table, il faut bien qu'il prouve qu'il veut dire ce qu'il dit. Ouais. Et ça, c'est un autre problème. Vous pensez que l'option militaire, aujourd'hui encore, reste envisagée par les Occidentaux ? Je n'ai aucune expérience. Elle n'est pas réaliste, est-ce que vous avez dire. Il faut savoir, pour répondre vraiment à cette question de façon sérieuse, il faut bien savoir les capacités américaines ou israéliennes. Ouais. Tant qu'on ne sait pas, personne de nous ne les connaît pas vraiment. Donc, mais on sait par exemple que si une centrale est enterrée vraiment profondément sous terre. Oui, si la centrale est sous terre, elle n'est pas attaquable. Ouais. Sinon, on n'est pas muni de bombes spéciales qui peuvent bombarder les bunkers. Mais ce que je voudrais souligner dans ce cas-là, il ne faut pas oublier avec tout ce qui se passe maintenant en Iran et qu'il y a les compagnies françaises qui visitent Téhéran et il y a les Italiens aussi sont affaire de pétrole avec la Russie contre les marchandises. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une excitation médiatique que d'avancement réel. Les Iraniens sont évidemment intéressés de créer cette atmosphère de voilà le monde, l'ouverture iranienne sur le monde et vice-versa, mais pour le moment c'est plutôt les paroles et le wishful thinking des Iraniens ou de l'Occident qui est en réalité, parce que quand même l'Iran demeure un des pays les plus corrompus du monde et c'est pas dément que c'est évidemment les compagnies françaises aussi veulent les contrats, mais ce n'est pas dément que Renault va s'installer en Iran. Tandis surtout cette affaire dont on parle avec la Russie, le pétrole contre les marchandises, il ne faut pas oublier que la Russie n'a pas de marchandises. La Russie ne crée et ne produit rien sauf le pétrole et les armes. Il y a question peut-être d'une centrale nucléaire que produiraient les Russes, enfin que construiraient les Russes. C'est une propagande à la fois russe et iranienne pour les Russes, pour que prennent en considération les intérêts des Russie quand on parle avec l'Iran, pour les Iraniens aussi pour faire l'impression. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce que ça veut dire construire encore une centrale nucléaire. Boucher, ça a mis à peu près 16 ans de construire. Ce n'est pas achevé, ça ne marche pas. On ne sait pas vraiment si ça marche, mais pas vraiment. Donc, ce n'est pas dément qu'il ne faut pas s'impressionner de chaque nouvelle. Il y a un peu de propagande là-dessus. Vous pensez techniquement, ce n'est pas faisible. Est-ce que vous pensez que, justement, l'arme des sanctions économiques, si ces négociations qui démarrent demain échouent, Emmanuel Navon, justement, on a là-dessus un levier qui peut être très important, c'est-à-dire en accentuant de nouveau, en votant de nouvelles sanctions contre l'Iran ? Malheureusement, je suis dubitatif là-dessus parce qu'il n'y a pas de front uni entre l'Occident d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre. On voit très bien comment la Russie, d'abord, a tout fait pour empêcher de véritables sanctions, tout fait pour les contourner, la Chine également, mais même au sein de l'Occident, on voit, vous l'avez rappelé, à quel point les sociétés françaises et italiennes sont allées vite retourner en Iran. Les États-Unis sont assez seuls, et Israël, je dois dire, sur cette politique de sanctions véritables, de sanctions économiques. Cela a pris très longtemps à les appliquer, d'où la critique de ceux qui disaient pourquoi les enlever maintenant, ça nous a pris tellement de temps. Et on voit aujourd'hui comment elles s'effritent du côté de la Russie, de la Chine, et même au sein de l'Occident, par le biais des pays européens. L'arme des sanctions économiques, selon vous, Alex Greenberg, le fait d'en voter de nouvelles, comme pourrait le faire le Congrès Je ne crois pas que dans les circonstances d'aujourd'hui, c'est possible. Même parce que il n'y a pas, je peux juste ajouter ce que vous venez de dire, il n'y a pas d'unité en Amérique. Le Congrès sera peut-être prêt à imposer de nouvelles sanctions, mais Obama est farouchement contre ces sanctions. Aussi, l'opinion publique, c'est dubitatif. Bon, on a entendu tout à l'heure Benjamin Netanyahou à Jérusalem qui a répété donc qu'il fallait être intransigeant justement sur ces dossiers de l'enrichissement et des centrifugeuses, des nouvelles centrifugeuses donc que l'Iran voudrait évidemment continuer de pouvoir maîtriser. Bon, on suivra tout cela évidemment à partir de demain, cela se passe à Vienne et dans une dizaine de minutes, l'invité du Grand Direct sera l'ambassadeur de l'Union européenne en Israël, Lars Andersen, et on lui parlera évidemment de ces dossiers de boycott qui empoisonnent les relations entre Israël et les États-Unis. Merci Alex Greenberg, merci Emmanuel Navon, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Un nouveau journal dans un court instant sur i24 News. À tout à l'heure.